Quand on imagine les 4 cavaliers de l'Apocalypse, on pense tout de suite à des visions bibliques terrifiantes, ces figures symboliques qui apportent guerre, famine, peste et mort. Mais qu'arrive-t-il quand Nakaba Suzuki, le créateur de Seven Deadly Sins, décide de revisiter cette légende millénaire avec sa touche inimitable? On se retrouve plongé dans les Chevaliers de l'Apocalypse, une œuvre où l'épique côtoie l'absurde, où les combats sont aussi intenses que les sourires des héros, et où l'univers de Britannia nous offre encore une fois des aventures marquées par le destin, la magie et des révélations à couper le souffle. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on tient là quelque chose qui est pour moi supérieur à la fin du manga Seven Deadly Sins, qui a fait retrouver ses lettres de noblesse à Nakaba, et il en avait besoin. Parce que cette suite, c'est tout ce qu'il lui fallait. Et on va voir ensemble pourquoi. Je vais vous présenter les 4 cavaliers de l'Apocalypse par Nakaba. Alors n'oubliez pas de soutenir, c'est très important. Surtout si vous kiffez ce genre de vidéos avec des mangas dont personne ne parle. Ça donne de la force et c'est important aussi. Perceval est un personnage aussi fascinant qu'énigmatique dans l'univers de Frog Knight of the Apocalypse. Protagoniste désarmant de candeur, il incarne ce héros atypique qui tranche avec les archétypes classiques des guerriers bruts de décoffrage. Avec sa petite taille et son allure juvénile, il pourrait presque être pris pour un simple gamin. Mais sous cette apparence trompeuse, se cache un véritable torrent de puissance et de volonté. Perceval est un des 4 chevaliers de l'Apocalypse, reconnu pour son pouvoir unique et rare de type héros, Hope, capable de mobiliser l'espoir de ses compagnons pour créer une aura protectrice et destructrice. La vie de Perceval commence dans un isolement presque mythique, élevé par son grand-père sur la montagne de Godsfinger. Cette enfance, en dehors du monde, un peu comme celle de Goku dans les premiers chapitres de Dragon Ball, le façonne et lui inculque une soif insatiable de découverte et une candeur qui le rend aussi attachant que vulnérable. Tout comme Goku d'ailleurs, Perceval se montre d'une naïveté presque surnaturelle, plongeant tête la première dans l'inconnu et abordant chaque nouveauté avec des yeux ébahis. Mais ne vous laissez pas tromper par ses manières enfantines. Lorsqu'il le faut, Perceval révèle une détermination dépassant l'entendement. Il affronte la mort elle-même sans broncher, résistant à des blessures fatales et se relevant des coups les plus violents grâce à sa capacité de régénération quasi divine. On pourrait dire que c'est là son véritable pouvoir, l'indomptable volonté d'avancer, peu importe les entraves. Son pouvoir, Hope, justement, est la quintessence de la lumière dans un monde ravagé par les ténèbres. Capable de se manifester de manière créative, il permet à Perceval de se défendre et d'attaquer en utilisant des extensions de son aura, que ce soit pour projeter des points géants ou créer des golems miniatures à son effigie. Ces golems, bien qu'à première vue comiques, ont leur propre volonté et un potentiel offensif impressionnant. Ils peuvent absorber des attaques et les retourner contre ses ennemis, évoquant presque les duplicata à la Naruto, mais dans un style bien plus fantasque et mystique. Mais ce n'est pas seulement sa force qui fait de Perceval un personnage marquant, c'est son humanité, sa façon de préserver son innocence malgré la trahison et la perte qui résonnent chez ceux qui l'accompagnent. Sa rencontre avec Ironside et le poids des révélations qui s'ensuivent ne le détruisent pas mais le transforment. Perceval incarne l'espoir pur dans une épopée où chaque décision fait basculer le destin de Britannia. Capable de voler et de déployer une résilience rare, il est autant un rêveur qu'un combattant redoutable. Et malgré tout ça, il incarne pourtant la mort, alors qu'il semble au final être tout l'inverse. Perceval, je le répète, mais il fait vraiment beaucoup penser à Goku, il a cette même naïveté, et il est assez intéressant, il est assez intriguant. Et après, je trouve qu'il a la même évolution que Boruto, à moindre mesure. C'est pas exactement la même chose, mais il a une évolution qui s'en rapproche pas mal, surtout après l'ellipse, mais je n'en ai pas parlé. Govin, quant à elle, brille d'une puissance qui transcende l'ordinaire. Surnommée la maîtresse du soleil, elle porte en elle le pouvoir de l'aube, Dawn, qui rappelle étrangement la grâce Sunshine de l'ancien clan des déesses. Cette affinité solaire fait d'elle une adversaire redoutable, capable de dominer des ennemis imprégnés de la magie du chaos, dont les anciens membres des 10 commandements. Tout comme Escanor, dont l'arrogance flamboyante dissimulait une profonde solitude, Govin incarne cette même confiance en soi éclatante. Cependant, sa jeunesse et son manque d'expérience sont soulignés par Pelgard, qui affirme que Govin peine encore à exploiter toute l'ampleur de son potentiel. Govin n'est pas seulement une combattante dotée d'une puissance physique impressionnante, elle excelle également dans la magie. Son savoir étendu en sortilège lui permet de lancer des sorts d'attaque destructeurs, et de se téléporter ou encore de créer des illusions, bien que la plupart de ses incantations requièrent une verbalisation. Sa maîtrise lui permet de manipuler la gravité et de ralentir drastiquement les mouvements de ses adversaires avec la technique Super Slow, ou encore de déclencher des tempêtes de glace avec Spiral Hail. La force de Govin réside dans sa capacité à manipuler l'énergie solaire. Lors de ses combats, elle peut invoquer l'éblouissante puissance de l'éradication avec Exterminate Ray, une décharge lumineuse capable de réduire en cendres tout ce qu'elle touche. Son aptitude à utiliser Absolute Cancel lui confère quant à elle l'incroyable pouvoir de dissiper n'importe quelle magie, ajoutant à sa panoplie d'armes redoutables. Ce qui impressionne chez Govin,
c'est cette démarche implacable et cette confiance en soi flamboyante, rappelant par moments l'arrogance majestueuse d'un Escanor, bien que teintée d'une fragilité qu'elle cherche à dissimuler. Pourtant, sous l'armure de l'assurance se trouve une jeune femme qui doit encore apprendre à dompter ses dons et naviguer dans un monde où le pouvoir brut n'est pas toujours la réponse. Sa progression, marquée par sa volonté inébranlable et sa capacité à se remettre en question, promet de faire d'elle une figure incontournable dans la lutte pour sauver Britannia. Alors je sais pas si c'est une théorie qui a déjà été avancée, mais Gauvin fait quand même beaucoup penser à l'enfant d'Escanor et de Merlin. Je sais pas s'il y a une théorie à ce sujet, je sais pas si ça va être validé, mais c'est trop gros pour que ce soit faux. Je veux dire, elle contrôle la magie, à la perfection, et en plus, elle a la grâce du soleil. Et elle est aussi arrogante que finalement les Escanor. Bon, ce serait bizarre, mais pourquoi pas après tout. Lancelot, fils de Ban et d'Hélène, incarne la synthèse parfaite entre l'héritage d'un humain légendaire et celui d'une fée, fusionnant force brute et grâce surnaturelle. Tout comme son père par ailleurs, Ban, considéré par beaucoup comme le meilleur personnage des Seven Deadly Sins, grâce à son charisme indomptable et sa résilience inégalée, Lancelot hérite de cette même aura magnétique qui impose le respect. Dès l'âge de 10 ans, il se distingue par des réflexes surhumains et une agilité qui éclipse même les adultes les plus aguerris. Armé d'une lance de fortune, il était capable de fracasser presque entièrement un rocher, préfigurant déjà la puissance qu'il déplorait à l'adolescence. À 16 ans, Lancelot devient un véritable prodige lorsqu'il abat Doronac d'un seul coup amplifié. Son talent indéniable pour le combat s'impose comme une évidence. Sa confrontation avec Arthur met en exergue ses aptitudes impressionnantes. Capable de rivaliser, voire de surpasser le roi, il le pousse à utiliser sa magie chaotique. Tristan lui-même reconnaît que la puissance de Lancelot, après sa période de disparition, dépasse largement la sienne et atteint un niveau comparable aux 7 péchés capitaux. Sa vitesse foudroyante et sa perception affûtée font de lui un guerrier inéluctable. Lors de sa poursuite contre Fidic, Lancelot bloque aisément l'adversaire avant même qu'il ne prenne de l'élan, démontrant une maîtrise totale de ses capacités. Archer hors pair, il peut viser les points de pression de ses ennemis avec une précision mortelle, rappelant la minutie calculée d'un sniper. L'une des forces de Lancelot réside dans sa capacité à manipuler l'énergie magique. Le sort Ezimoun en est un parfait exemple. Capable de détruire et de désintégrer ses cibles, ce pouvoir redouté le pousse à chercher une arme capable de le canaliser. Dans son duel contre Nanashi, il montre qu'il peut absorber la magie adverse, comparant cette faculté à un fleuve qui engloutit ses affluents, évoquant la voracité inébranlable d'un guerrier sans faille. Les dons féeriques de Lancelot apportent également une dimension stratégique. La lecture des pensées, l'assimilation des souvenirs et des émotions lui permettent de répliquer le style de combat de ses adversaires grâce à des réflexes photographiques. Sa transformation, d'une finesse rare, lui permet de prendre l'apparence d'un renard rose nommé Sin ou d'une autre fée, tout en adoptant leurs capacités spécifiques, qu'il s'agisse de la lévitation, des fées ou de la force des géants. Avec une telle panoplie, Lancelot s'impose comme un héros complexe, partageant l'aisance combative et la confiance de son père, tout en possédant l'esprit féerique et insaisissable de sa mère. Il devient un pilier incontournable dans l'échiquier de la bataille pour Britannia, conjuguant puissance et stratégie avec une aisance qui le rend inoubliable. Bon, Lancelot, sans surprise, pour moi c'est mon petit préféré, c'est mon petit chouchou, il a la classe, il a la puissance, il a tout ce qu'on aime d'un personnage finalement. Et puis en plus, c'est le fils d'une légende. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à part ça? Le personnage est réussi de bout en bout, j'ai une grande appréciation et une grande affection pour le personnage, et j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir. J'ai hâte de voir le moment où il va revoir son père aussi, ça peut être très intéressant. Tristan Lyonès, fils de Méliodas et d'Élisabeth, est un personnage très intéressant dont la dualité incarne l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Prince du royaume de Lyonès et leader des chevaliers sacrés de la troupe de Tristan, il se démarque par un sens aigu de la justice et une volonté inébranlable de protéger son royaume. Contrairement à son rôle de prince qui lui importe peu, il préfère se battre sur le terrain, une métaphore vivante du héros qui refuse le confort pour affronter les ténèbres. Dès son plus jeune âge, Tristan montre des aptitudes impressionnantes au combat, surpassant de loin celles de ses pairs. En tant que descendant du roi démon et de la déesse suprême, il a hérité des pouvoirs divins de sa mère et de la magie obscure de son père. Ce mélange de pouvoirs fait de lui l'un des combattants redoutables, capable de jongler entre la puissance divine de l'arc, qui annihile les démons avec une lumière pure, et la sombre intensité du pouvoir des ténèbres, qui augmente sa force physique mais risque de le rendre incontrôlable. Tristan est marqué par une relation complexe avec sa part d'ombre. Après avoir blessé accidentellement Lancelot avec ses pouvoirs démoniaques, il développe une aversion pour cette puissance et une peur de perdre le contrôle. Cela le pousse à privilégier ses pouvoirs de déesse et à rechercher la pacification plutôt que l'escalade de la violence. Ce trait rappelle la nature bienveillante de sa mère, et montre combien il aspire à suivre un chemin plus lumineux, tout en portant le poids des attentes et des comparaisons avec Méliodas, dont il partage le pouvoir du full counter. Ses capacités ne se limitent pas aux affrontements directs. La maîtrise de l'arc et du Hellblaze
et de techniques telles que Dark Snow, où il propulse des particules noires compressées, font de lui un stratège redoutable, capable de passer du contrôle total à une dévastation absolue. Lorsqu'il combine ses pouvoirs dans des attaques telles que l'annihilation, il montre toute l'étendue de sa maîtrise hybride, un reflet de ses origines. Malgré son potentiel, Tristan lutte contre l'équilibre fragile entre ses deux héritages. Ses ailes, d'un blanc immaculé lorsqu'il utilise ses pouvoirs divins et noirci sous l'influence démoniaque, symbolisent parfaitement ce combat interne. Il est un héros à la croisée des chemins, un guerrier qui, tel son père avant lui, doit apprendre à dompter ses ombres pour protéger ceux qu'il aime. Bon, Tristan, c'est pas mon préféré, mais j'aime beaucoup ce qu'il y a autour de lui, cette dualité justement entre le démon et la partie ange, la partie déesse, et je me demande vraiment ce que ça peut donner. En tout cas, c'est certainement l'un des plus puissants du fait d'avoir ces deux natures qui sont déjà hyper pétées. Et de toute façon, tous les personnages sont hyper pétés puisqu'ils ont des natures complètement what the fuck. En même temps, vu leurs parents, et voilà. Les Chevaliers de l'Apocalypse n'est pas simplement une énième déclinaison de la prophétie apocalyptique. C'est un récit où l'héritage de Seven Deadly Sins se marie à de nouvelles ambitions narratives, des personnages aussi charismatiques qu'intrigants, et des rebondissements à chaque page tournée. Nakaba Suzuki réussit à mélanger le mythe et la fantaisie pure avec cette touche unique qui fait vibrer les fans. Un monde où l'humour, le drame et l'aventure coexistent sans jamais se contredire. Et surtout, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ces 4 chevaliers. Pourquoi sont-ils aussi craints? Pourquoi représentent-ils quelque chose d'aussi puissant que la mort, la famine, etc. Que vont-ils faire par la suite? En fait, ils ont un peu la même réputation que les Seven Deadly Sins, mais c'est encore pire. Et ça, j'aime beaucoup. Hâte de voir où ça va nous mener, parce que l'intrigue devient vraiment très intéressante, et je le dis, elle est supérieure à Seven Deadly Sins pour moi. Finalement, là où Seven Deadly Sins posait les bases d'un univers débridé et héroïque, les Chevaliers de l'Apocalypse prend ses fondations et les sublime avec une nouvelle complexité. L'évolution des thèmes et des personnages montre que Suzuki est toujours maître dans l'art de renouveler son univers, tout en restant fidèle à son essence. Pour le moment, le pari est réussi, et c'est tout simplement génial. Apocalypse.